De retour sur France 3 Paris, Île-de-France. Merci à vous qui nous suivez depuis le début de cette soirée. C'est notre dernier rendez-vous, l'heure du bilan. Carla, ça s'accélère du côté des résultats. Oui, alors d'abord en Seine-et-Marne, dans la 5e circonscription, Franck Riester, le ministre délégué au commerce extérieur, sauve son siège. Il l'emporte avec 54,4% des voix devant le candidat LR associé au RN, Philippe Fontana, 45,6% des suffrages. Toujours en Seine-et-Marne, dans la 7e circonscription, la députée sortante Ercilia Soudet de la France Insoumise est réélue avec 53% des voix devant la candidate du Rassemblement national. Dans les Hauts-de-Seine, dans la 9e circonscription, c'est le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui l'emporte largement avec 72,6% des voix devant la candidate écologiste Pauline Rapilly-Ferniaud, 27,4% des voix. Merci Carla. Les résultats chez vous, vous pouvez les retrouver, je vous le rappelle, en flashant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Des résultats, des surprises aussi dans cette soirée, William, qu'on va commenter tout de suite avec nos 4 derniers invités. Céline Malaisé, candidate à Paris et présidente du groupe communiste au Conseil régional. Bonsoir. Bonsoir. Pour les Républicains, Valérie Montandon, conseillère de Paris, élue du 12e arrondissement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pour le Modem, Bruno Millienne, ancien député des Yvelines, vous vous êtes désisté après le premier tour. Bonsoir. Bonsoir à vous. Enfin, pour l'Alliance LR-RN, Philippe Fontana, on le disait à l'instant, vous étiez candidat en Seine-et-Marne, battu ce soir par Franck Riester. Bonsoir. Bonsoir, madame. Céline Malaisé, Fabien Roussel disait cette semaine, la France doit être gouvernable dimanche soir. L'est-elle, selon vous, avec cette situation de majorité relative pour le nouveau Front populaire ? Alors certes, c'est une majorité relative, mais c'est une victoire pour le nouveau Front populaire, ce qui a déjoué tous les scénarios qui étaient écrits depuis un mois. Jamais aucun institut de sondage n'avait donné cette victoire de cette manière-là. Aujourd'hui, nous avons une majorité relative, nous avons un bloc, nous avons un front, nous avons réussi à porter l'espoir d'une vie meilleure et ça a convaincu une majorité relative des Français. Je crois qu'il y a un vrai soulagement de la part des Français parce que c'est aussi une façon de sauver la République. Je crois que la gauche a su faire front de cette manière-là. Alors certes, les responsabilités sont immenses dorénavant pour pouvoir constituer un gouvernement. Mais avant de jouer les oiseaux de mauvais augure, j'aimerais revenir à l'esprit de la Ve République. Quand la Constitution a été écrite, elle a été écrite pour des majorités relatives. C'est-à-dire que c'est quelque chose certes d'inédit, mais pour autant, ça n'est pas infaisable. Et je crois que le nouveau Front populaire a montré qu'en un mois, il était capable de franchir des montagnes. Donc aujourd'hui, on va écrire une autre histoire, une autre page de notre pays. On va répondre aux urgences sociales, aux urgences climatiques et on va faire en sorte de changer la vie des gens. Bruno Millienne, pendant 2 ans, le camp présidentiel a gouverné avec l'appui de 250 députés. La gauche peut-elle gouverner avec moins de 200 sièges ? Si on n'y est pas arrivé avec 250 députés, ça va être compliqué avec moins de 200 sièges. Moi, je voudrais surtout dire ce soir, c'est qu'on peut avoir la lecture des victoires des uns et des autres. Je n'irai pas sur ce chemin-là. Je pense que 70% des Français sont pas d'accord avec le programme du Rassemblement national. 70% des Français ne sont pas d'accord avec le programme du nouveau Front populaire. Et 70% des Français ne sont pas d'accord avec la majorité présidentielle. Eh bien, pour une fois, mesdames et messieurs les élus, et je me bats depuis 2017 là-dessus, travaillez donc ensemble en oubliant, pas complètement vos convictions, mais en oubliant vos casaques, et travailler pour les Français plutôt que de travailler pour votre électorat, ça changera peut-être la vie des gens. Philippe Fontana, je me tourne vers vous. Vous êtes personnellement battu en Seine-et-Marne ce soir contre le ministre Franck Riester. Va-t-on vers un blocage institutionnel ou y a-t-il une voie, peut-être, pour la gauche pour gouverner, selon vous ? Au-delà de mon sort personnel, je suis très triste pour l'avenir de mon pays. Et tout a été fait pour empêcher une alternance démocratique. Les Français sont très attachés au redressement national. Ils veulent plus de sécurité, c'est ce que disait Gérald Darmanin. Ils veulent moins d'immigration, ils veulent plus de pouvoir d'achat. Or, c'est tout le contraire qui va arriver. La majorité sortante n'a pas un bilan, elle a un passif en matière d'immigration. Aucun décret d'application n'a été pris par le gouvernement depuis 6 mois pour faire appliquer la loi qui a été votée en janvier 2024. Donc c'est un sentiment
très mêlé en moi ce soir, puisque je constate que par, oserais-je dire, des magouilles, eh bien, il y a eu l'émergence d'un Front populaire, d'un nouveau Front populaire. On sait très bien à quoi ça menait lors du premier Front populaire. Et je crains vraiment que notre pays continue à sombrer avec cette majorité hétéroclite. J'entendais que la Ve République a été conçue pour des majorités relatives, pas du tout. Tout au contraire, le scrutin uninominal à 2 tours a toujours permis, d'abord gaullistes, ensuite aux socialistes, de rassembler des majorités. Donc c'est comme toujours, on va redessiner les choses. Pendant 2 ans, on nous a expliqué que le 49-3 était un mécanisme antidémocratique, alors qu'il est au sein même de notre texte le plus important au niveau juridique, qui est la Constitution. Donner aux Français, d'une part, des éléments qui se révèlent faux, plus un rassemblement hétéroclite pour empêcher le Rassemblement national allié à une partie des Républicains de gouverner pour sortir le pays de l'ornière. Voilà le résultat ce soir, c'est la confusion. Alors Valérie Montandon, vous représentez les Républicains qui n'ont pas suivi Éric Ciotti. Il y aura, ils seront une 60aine, un peu ou prou, ce qu'ils avaient dans la précédente Assemblée. Quel rôle pour ces députés républicains demain ? Déjà, nous avons résisté. C'est vrai qu'on nous prédisait des scores beaucoup plus faibles. On a à peu près le même nombre de députés. Et ces députés, ils vont avoir un rôle très important, même s'ils ne sont pas, bien sûr, majoritaires. Ils vont avoir un rôle de stabilité. C'est vrai qu'ils vont avoir de la cohérence. On va être dans une période de turbulence. Moi, je suis très inquiète parce qu'il y a 3 blocs. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à les mettre d'accord. On a beau regarder, même en interne, quand on voit que le bloc est arrivé en tête, même entre eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, qu'ils ont des programmes totalement différents lorsqu'ils sont séparés et que, bien sûr, de façade, ils arrivent à prendre, j'allais dire, une sorte de couloir qui est complètement, d'ailleurs, préempté par LFI. Parce qu'on oublie de le dire, mais c'est quand même LFI, aujourd'hui, qui va mener ce bloc. On l'a déjà vu dans les investitures. Après l'assurance, il y a à peu près... Alors non, c'est plus sur les idées. Le programme du nouveau Front populaire, il a été dicté par LFI. Les investitures, elles ont été dictées par LFI. Donc aujourd'hui, on sait très bien que c'est Jean-Luc Mélenchon qui va prendre le dessus. Et donc je trouve ça très inquiétant parce que c'est un extrême qui va prendre le dessus d'un bloc qui est en tête. Je pense qu'il n'y aura aucune coalition qui va se faire. Et si jamais coalition se fait entre, on va dire, la partie modérée du nouveau Front populaire et peut-être la Macronie, Renaissance compris, je suis très inquiète parce qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où on est justement complètement bloqué par des blocs d'extrême parce qu'il y a eu ce en même temps. Et ce en même temps, aujourd'hui, il risque d'être un en même temps XXL. Donc finalement, on va revenir devant les Français avec aucune solution efficace, alors que les Français, justement, ils sont en attente. Ils sont en attente de l'ordre. Ils veulent l'ordre dans la rue, ils veulent l'ordre dans les comptes. Et aujourd'hui, c'est un bloc qui arrive en tête et qui ne propose rien de tout cela. Alors, on va continuer la discussion dans un instant, mais d'abord, je voudrais qu'on aille dans les Yvelines, dans votre ancienne circonscription, Bruno Millienne, la 9e, où l'on retrouve Jean-Baptiste Pattier. Jean-Baptiste, vous êtes au Mureau, ça y est, c'est confirmé, Dieynaba Diop a remporté ce second tour. Exactement, victoire de Dieynaba Diop du Parti socialiste pour le nouveau Front populaire. Le chiffre définitif n'est pas donné, mais vraisemblablement, d'après tous les résultats qui tombent, c'est une large victoire ce soir. Oui, c'est une large victoire et je tiens à remercier tous les électeurs et les électrices, aussi bien de gauche que ceux qui ont rejoint l'Union républicaine, qui ont fait barrage à l'extrême droite ce soir. Alors beaucoup d'émotions tout à l'heure quand vous avez dit que vous avez gagné à tous vos militants, vos sympathisants, vos amis. Vous êtes né ici au Mureau. Oui, j'ai grandi ici. Les larmes sont montées aux yeux, bien évidemment. Vous êtes prof de lettres et histoire. Pourquoi c'était important pour vous de remporter cette élection ce soir ici au Mureau, dans cette 9e circonscription où on le sait, la zone rurale est également importante? Eh bien parce que c'est historique. Cette circonscription avait été découpée par Charles Pasqua en 1986 pour Henri Cuq et elle était réputée ingagnable pour la gauche. Et donc pour la première fois, nous la faisons basculer. Et donc pour ma première candidature aux législatives, c'est juste incroyable. Beaucoup d'émotions. Et quelles sont les valeurs qui ont gagné ce soir et quelles sont les valeurs que vous allez défendre bientôt à l'Assemblée nationale quand vous allez
rejoindre le Palais Bourbon? Je vais défendre évidemment les valeurs de notre devise nationale, celles qui sont au fronton de nos mairies, liberté, égalité, mais surtout fraternité. C'est aussi l'universalisme, la laïcité, le vivre ensemble, à l'image de ma belle ville des Mureaux. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui, même dans la ruralité, ont fait le choix de faire triompher les valeurs de la République. Et est-ce que vous remerciez également Bruno Millienne qui s'est désisté? D'abord, je tiens à remercier évidemment très chaleureusement Bruno Millienne qui, dès le prononcé des résultats, s'est désisté en ma faveur, mais aussi les maires de Mézières, Franck Fontaine, les maires de Bonnières, Jean-Marc Pommier ou encore Jean-Marie Tétard, maire de Houdan. Toutes et tous, nous avons des divergences politiques, mais nous avons fait front sur l'essentiel. Virginie Meunier, première adjointe à Aubergenville, et je crois que c'est ça qui compte. Merci, beaucoup d'émotions et beaucoup de monde ce soir pour célébrer cette victoire ici, vous le voyez, au Mureaux, ville natale de la députée élue ce soir. Merci Jean-Baptiste. Lui a dû affronter une des rares triangulaires de ce second tour. 19 triangulaires, je le rappelle. On va aller dans le Val-de-Marne rejoindre Valentine Poncy. Vous avez à vos côtés Louis Boyard. Oui, alors pas de résultat encore définitif, mais une forte tendance. Louis Boyard, qui est avec moi, le député sortant de la 3e circonscription du Val-de-Marne, a déjà annoncé sa victoire. Alors justement, vous étiez face à deux adversaires dans une triangulaire un peu inédite et vous avez résisté. Tout à fait. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis cette élection. On a augmenté notre nombre de voix entre 2022 et 2024. Donc on en tient pour conclusion qu'on tient la bonne ligne. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de briguer un nouveau mandat. Vous vous êtes adressé aussi à la jeunesse. Oui. Vous l'incitez à continuer à se mobiliser. Je veux être très clair. C'est la jeunesse qui a permis d'obtenir le nouveau Front populaire. C'est elle qui est sortie dans la rue. C'est elle qui a fait les marches climat. C'est elle qui a marché contre la réforme des retraites. C'est elle qui a marché après la mort de Naël. Et je veux vraiment dire à la jeunesse, c'est vous qui avez permis ça, mais ne vous laissez pas voler cette élection. Ne donnez pas un blanc-seing au nouveau Front populaire. La mobilisation doit continuer et l'application du programme, c'est le revenu jeune, c'est le repas à 1 euro, c'est de cesser de mépriser les lycéens de la voie professionnelle. C'est pour tout ça que vous devez continuer de vous battre et à titre personnel, je serai à vos côtés pour me battre. Cette circonscription, elle risque de rebasculer encore à gauche. Elle avait eu un passage un peu par la Macronie. C'est vraiment fini selon vous? Je crois, oui, et je pense que ce qui se passe en 2024 laisse présager de bonnes choses pour 2026, pour les élections municipales. Et je pense que si jamais on a réussi à avoir ce score-là, c'est parce qu'on a obtenu la confiance de la jeunesse, on a obtenu la confiance de toutes ces personnes de gauche qui se sentaient perdues, on a obtenu la confiance des milieux populaires. Et mon obsession maintenant, ça va être de ne pas les décevoir. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis les résultats définitifs devraient tomber dans la soirée. Merci Valentine. Alors on l'a entendu à l'instant, Louis Boyard et son appel à la jeunesse. La semaine dernière, des milliers de personnes s'étaient réunies place de la République pour dire leur crainte de la montée du Rassemblement national. C'était à l'appel du nouveau Front populaire. Et bien ce soir encore, ils sont des milliers sur cette place de la République à Paris. Cette fois pour dire leur soulagement. Écoutez. On a vu les résultats quasi en direct et donc on avait d'autant plus envie de partager ça. Voilà. Énormément de joie et de soulagement parce que c'était quand même un péril pour notre pays, tout simplement. Pour célébrer le fait que les Français, surtout la jeunesse, sont encore en accord avec les valeurs de la République. C'est historique ce qui se passe ce soir. Maintenant, je pense que tous les militants ici, on appelle leur responsabilité des responsables de gauche pour ne pas se diviser, continuer à rester unis dans le Front populaire. Des militants de gauche heureux. Louis Boyard disait ne pas décevoir les milieux populaires. Céline Malézé, il va pourtant falloir commencer à négocier, à chercher une majorité. Est-ce qu'il n'y aura pas forcément une déception ? En fait, ce que vous avez du mal à comprendre, notamment ceux qui écrivent l'histoire du nouveau Front populaire, c'est que c'est quelque chose d'inédit. Ça n'est pas la NUPES. C'est quelque chose qui a été construit, certes, avec des forces politiques, mais aussi avec des syndicats, mais je vois aussi les des associations, des citoyens. Et en fait, ce que nous avons, que les autres partis politiques ne comprennent pas parce qu'on arrive à faire front, nous avons un programme sur lequel nous sommes d'accord. Alors, vous pouvez aller chercher des différences dans les programmes des différents partis, mais c'est normal. Mais en 4 jours, nous nous sommes mis d'accord et en 1 mois, nous avons inversé les rapports de force qu'on nous prédisait. Ce que nous avons, c'est que nous avons un atout.
Nous avons en fait une pression populaire sur laquelle nous allons nous appuyer pour pouvoir gouverner. Parce que c'est comme ça qu'on gouverne à gauche. À gauche, on gouverne certes dans les institutions, mais on gouverne aussi avec les électeurs qui nous ont portés en tête de ces élections-là. Alors il y a la jeunesse évidemment, mais il y a aussi les salariés. Et puis il y a cet sursaut républicain. Ce sursaut républicain, aujourd'hui, nous avons sauvé la République. Voilà, nous l'avons sauvé, nous avons réussi à nous allier dans un premier temps autour du nouveau Front populaire. Ensuite, nous avons réussi à faire en sorte que tous ceux qui se situent dans l'arc de force républicain se désistent. Ce qui vient de se jouer de manière très rapide, c'est quelque chose qui est une séquence historique qui ne fait certes que débuter parce que maintenant nous sommes attendus au tournant et nous n'allons pas louper le tournant. Voilà, nous avons une responsabilité immense. Je crois que chaque responsable du nouveau Front populaire, on a pleinement conscience et ça n'est pas aux autres d'écrire cette histoire, c'est à nous de l'écrire avec les Français. Bruno Millienne, peut-être une réaction personnelle à l'élection d'Yenaba Diop. Oui, Elle vous a remercié. Est-ce que vous êtes soulagé ou vous avez peut-être un petit pincement au cœur? Non, je suis totalement soulagé. Moi, j'ai pris la décision de me désister en 30 secondes. J'ai demandé l'avis de personne. C'est une décision personnelle. Parce que je suis quelqu'un, j'ai toujours été libre et je resterai libre. Et je suis ravi qu'elle ait réussi à inverser la tendance. Je pensais que ça allait être très, très difficile. Donc, je suis ravi qu'elle ait gagné parce que c'était pas gagné d'avance sur cette circonscription très particulière. Et je suis assez ravi que finalement, les électeurs qui ont voté pour moi au premier tour aient eu ce réflexe républicain et aient voté pour Yenaba Diop. Donc bravo à elle. Céline Malézé disait, maintenant à gauche, au nouveau Front populaire, c'est à nous d'écrire notre histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je voudrais qu'on fasse juste un constat. 2022, il n'y a pas eu de majorité absolue pour le camp présidentiel. Pourquoi? Parce que les Français nous ont dit, on ne veut pas vous donner la majorité absolue. On voudrait que les forces constructives puissent travailler ensemble. Moi, je suis modem, donc c'est facile pour moi de dire ça. Vous considérez que ça a été fait depuis 2 ans? Ah bah non, justement pas. Mais j'ai des explications là-dessus. Un petit peu trop d'arrogance du camp présidentiel entre 2017 et 2022, qui a fait qu'au moment où on tend les mains, forcément, on prend la porte dans la figure. Bon, ça, c'est fait. 2024, ils nous redisent quoi, les électeurs? Ils nous redisent, il n'y a pas de majorité pour personne. Donc, est-ce que vous êtes capable, encore une fois, de travailler ensemble sur des choses réalistes? Les choses réalistes, c'est quoi? Effectivement, si on regarde les 3/3, les gens veulent un peu plus de sécurité, ou en tout cas qu'on leur fasse comprendre que les problèmes de sécurité ne sont pas aussi graves que ce qu'ils ressentent, mais en tout cas, il en faut plus. De l'économie pour continuer la croissance du pays, ça c'est plutôt le bloc central qui l'incarne, et un petit peu plus de justice sociale, ça c'est plutôt la partie gauche. Mais la partie gauche, les sociodémocrates. Moi, je suis désolé, personne n'acceptera un gouvernement mené par Jean-Luc Mélenchon. Ça sera peut-être pas le cas, sauf si LFI sort en tête. Et je connais déjà des socialistes qui sont prêts, justement, à travailler sur un gouvernement de coalition. Ça, ce serait respecter le vote des Français. Maintenant, si on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas ça et que tout le monde dans son coin dit « j'ai gagné ». Alors, c'est vrai qu'il y a une progression du Front de gauche, pas dire le contraire. Le Front populaire, bon. Du Front populaire. Mais enfin, on va être... Enfin, sur le programme... Je suis désolé, ils nous ont fait croire qu'ils ont écrit un programme en 96 heures. En fait, c'est 95% du programme de la France Insoumise. Donc, c'est pas tellement compliqué. Le Rassemblement national, je suis désolé, monsieur, mais vos votes ne vous appartiennent pas. Les Français ont voté en conscience. Vous pouvez parler de magouille et de tout ce que vous voulez. C'est pas vous qui étiez dans l'urne pour mettre le bulletin. Ils ont voté en conscience. On a quand même fait le constat ce soir qu'à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole ce soir. Comme au premier tour. En premier, Philippe Fontana, vous étiez dans votre circonscription, mais vous l'avez remarqué aussi peut-être. Moi, je relève beaucoup de satisfaction de la part des uns et des autres auxquels le bloc central... Pas du tout, alors pas chez moi. Non, mais ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Non, mais dites pas n'importe quoi non plus. Monsieur vient de dire qu'il incarnait le bloc central, la réussite de l'économie. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces... J'ai pas dit ça. Ces débats où on ne parle que de politique politicienne, on oublie les 1100 milliards de dettes supplémentaires, dont 911 ont été créés par Emmanuel Macron en 7 ans. On oublie les 100 milliards de déficit commercial auquel M. Riester, mon concurrent, est associé, dont seulement 40 milliards pour la Chine. Vous imaginez? On est dans un pays qui est quasiment en train de disparaître. Et je n'entends que des satisfections. Moi, je crois que les Français ne sont pas contents. Ils ont refusé de reconduire la majorité. Et par un phénomène que j'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas répéter, on arrive dans le camp quasiment de la révolution. Madame parlait d'un programme. Les questions d'immigration, je connais bien. Les réfugiés climatiques. En 2022, il y avait 32 millions de réfugiés climatiques. En 2023, nous avons accueilli 167 000
demandeurs d'asile. À la Ferté-sous-Jouarre, il y a quelques semaines, ce sont 2 bus chargés de migrants qui sont arrivés. Si les Français sont insatisfaits de cette politique qui a échoué d'un côté, si les Français souhaitent beaucoup plus d'immigration, beaucoup plus d'insécurité, une politique antinationale, eh bien qu'ils continuent à exprimer ce vote. Valérie Montandon, vous êtes d'accord je avec ne ça fais ou que pas le décrire. Moi, j'ai entendu ressenti d'insécurité. Je crois qu'on n'en est vraiment plus là. Je ne sais pas si je dois répéter tous les derniers. Oui, non, mais on n'est plus dans un ressenti d'insécurité et c'est là où ça va pas. Et je vois déjà finalement, en effet, cette coalition qui est en train de se faire entre les soi-disant modérés du Nouveau Front Populaire et la Macronie. C'est que non, c'est plus possible. Si vous n'entendez pas aussi bien les résultats des premiers tours, que ce soit aux européennes, où il n'y en avait qu'un, et celui qui a eu lieu il y a une semaine, si vous ne voyez pas aussi les enquêtes d'opinion où justement les Français demandent le rétablissement de l'autorité, de la responsabilité, ils veulent du droit, ils veulent en effet un renforcement des fonctions régaliennes. Et ça, vous ne l'avez toujours pas compris. Donc, en effet, moi, je pense, je le dis tout à l'heure, on va vraiment être de nouveau dans une phase d'un en même temps XXL qui va être terrifiant parce que finalement, vous allez faire le marchepied des extrêmes. Aussi bien LFI que, apparemment, vous allez laisser de côté, que le Rassemblement national. Donc, moi, je crois en effet que ma famille politique, elle a un grand défi. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas su se reconstruire, mais là, ça devient urgent. Parce que si on veut justement proposer de la responsabilité, de l'autorité, des fonctions régaliennes, il va falloir en effet que la droite se ressaisisse avec de nouvelles personnalités qui peuvent en effet être incarnées par exemple, David Lisnard, pour justement proposer une droite populaire, humaniste, mais aussi de liberté et de responsabilité. Tout ça, je peux juste... Tout ça, c'est un peu des mots. Je suis désolé. Le sentiment d'insécurité et l'insécurité, j'ai aucun problème là-dessus. Il n'y a pas longtemps, il y a eu sur les antennes de France Télévisions un reportage sur l'insécurité dans la ruralité. Ça baisse partout, sauf sur les incivilités du quotidien. Je suis désolé de vous le dire. C'est en plus une chaîne qui n'est pas favorable forcément à notre majorité qui l'a produit. Ah bon. Donc arrêtez de faire peur. Arrêtez de faire peur à tout le monde. Avec ça, il y a un problème d'insécurité, mais pas comme vous le décrivez. D'accord ? Évidemment, quand il y a quelque chose qui se passe dans un petit village et que c'est repris par toutes les chaînes de télé, par tous les réseaux sociaux, les gens, on l'imagine que c'est partout. On va d'abord faire une micro-pause. Je vous redonne la parole dans un instant. On va aller retrouver Florent Carrière, toujours rue Monge, dans le 5e arrondissement. Florent, on a vu tout à l'heure la candidate socialiste rejoindre ses soutiens dans le café derrière vous. Est-ce qu'il y a du nouveau ? Est-ce qu'on sait où en est ce duel face à Jean Lossuc pour ensemble... Oui. Alors, on a effectivement des tendances qui sont quasiment des résultats définitifs avec une cinquantaine de bureaux dépouillés sur 54 et l'écart est large mais serré au regard de la sociologie de la circonscription. 44% des voix pour Marine Rosset, la candidate socialiste, 56% pour Jean Lossuc, le candidat du camp présidentiel. C'est donc une défaite heureuse pour Marine Rosset, socialiste implantée dans le 5e arrondissement. Cette fraîchement mère de famille, ancienne prof d'histoire géo et qui travaille au cabinet de Stéphane Troussel au conseil départemental de Seine-Saint-Denis est heureuse ce soir puisqu'elle regarde. C'est une défaite heureuse pour elle. Elle a regardé les résultats dans le 5e. Les socialistes sont au-delà des 50% des suffrages, ce qui est de bon augure pour les municipales qui se tiendront dans 2 ans. Clairement, la gauche n'a pas gagné, mais elle a montré qu'elle était revigorée et qu'elle était même en embuscade dans ce territoire, en tout cas dans le 5e arrondissement. Merci Florent Carrière. On va revenir à la situation politique. Céline Malézé, une question qui fâche peut-être, hein. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, il y a des Français qui sont enthousiastes à cette idée, d'autres qui sont très inquiets. Est-ce que c'est possible ? Alors, aujourd'hui, nous sommes la première force dans la majorité relative que les Français viennent de décider. Nous avons un programme. Sur ce programme, évidemment, les députés du Nouveau Front Populaire vont se réunir et vont choisir les modalités pour trouver un ou une première ministre à proposer qui permet de faire le consensus. Donc déjà, il va falloir se mettre d'accord sur les modalités pour choisir. Non, il faut trouver des critères pour savoir ce qui fait consensus, ce qui est normal en fait dans une vie politique. On vous a expliqué pendant les 15 derniers jours que là, l'idée, c'était de mener campagne pour faire en sorte que le Rassemblement national n'accède pas aux portes du pouvoir en France. Ça, c'est fait.
Voilà, et c'est bien fait. Donc pour revenir à ma question, je n'aurai pas de réponse ce soir. Vous n'aurez pas de réponse parce que ce n'est pas moi qui vais décider toute seule en vous répondant. Aujourd'hui, nous allons avoir un nombre de députés France Insoumise, un nombre de députés socialistes, un nombre de députés écologistes, un nombre de députés communistes, des ultramarins, des divers gauches. Sur ce programme, nous allons proposer à tous les députés aussi issus du macronisme, notamment ceux qui n'ont pas réussi à avaler la loi sur la réforme des retraites. Mais justement, mais cela, aussi... et notamment, par exemple, le MoDem et les amis de M. Millienne. Vous savez que pour cela, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, ça ne va pas être possible. Pour nous, en fait, à gauche... Est-ce que c'est un critère quand même pour choisir le Premier ministre? Il y a la une perspective d'élargir. Il y a une façon de faire de la politique qui est autour d'un programme politique. Ce programme politique, il faut qu'il soit incarné dans un collectif. Évidemment, un ou une première ministre, mais aussi des ministres qui vont constituer un gouvernement. Aujourd'hui, qui est pour augmenter les salaires? Qui est pour mettre fin à la réforme des retraites à 64 ans? Qui est pour réparer les services publics? Qui est pour ne pas mettre en place la loi asile et immigration? Voilà, c'est sur cette feuille de route-là que nous allons déterminer la manière de marcher. Ça ne va pas être simple. Évidemment, chacun va vouloir raconter une autre histoire, mais cette histoire, elle ne peut pas être écrite par d'autres. Nous sommes aujourd'hui sortis des urnes avec un ouf de soulagement et nous sommes sortis des urnes dans une majorité relative. Cette majorité relative, elle peut s'élargir. Elle peut s'élargir, évidemment. Nous savons qu'il y a des personnalités plus clivantes que d'autres, voilà, pour essayer de répondre un peu plus à votre question. Nous savons aussi qu'il y a des personnalités rassembleuses au sein du nouveau Front populaire. Et ce que nous savons, c'est que nous avons des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui en capacité de gouverner et qui veulent gouverner pour les Français. Parce que les Français veulent de la justice sociale. Et c'est de la justice sociale qu'il y a une sécurité publique aussi qui va s'affirmer dans le pays. Cette majorité peut-elle s'élargir parmi les soutiens de François Bayrou, chez vous, au MoDem? On a été très clair, on ne gouvernera pas, on ne travaillera pas avec les extrêmes, que ce soit la France Insoumise, que ce soit le Rassemblement National. C'est des lignes rouges qu'on ne franchira pas. Et pour aider Céline Malézé, je vais lui donner la réponse qu'elle n'a pas voulu vous apporter. Si le groupe La France Insoumise est majoritaire dans le nouveau Front populaire, eh ben, ils feront tout pour désigner le Premier ministre, eux. C'est ce qu'a dit Manuel Bompard depuis le début, et c'est ce qu'il voudra faire. Donc le nouveau Front populaire, alors peut-être que le bloc Nouveau Front populaire est le premier parti en minorité relative, comme vous aimiez le dire quand on était en majorité relative, mais je vous signale que c'est un bloc composite. Le premier bloc d'opposition, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, avec toute l'objectivité que je peux avoir, c'est encore le Rassemblement national. Parce que vous êtes composé de différents partis qui vont avoir bien du mal à s'entendre. Parce que déjà, au Parti socialiste, entre les déclarations national en début de soirée, entre les déclarations de Raphaël Glucksmann et celles d'Olivier Faure, il y a un gap énorme. Je dirais à la limite, presque les plus constants, c'est vous, les communistes. Ça, je dois vous reconnaître ça. Mais ça va être très compliqué. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure, soit on arrive à travailler tous ensemble, sinon, dans un an, vous allez encore avoir une dissolution. Et le pays n'avancera pas. Aujourd'hui, il faut se mettre au service des Français. Il faut arrêter avec les écuries. Là, vous ne parlez qu'à vos militants. Au service des Français, est-ce que ça peut être en partie avec vous, les Républicains, Valérie Montandon? J'imagine que non. Alors écoutez, je ne suis pas députée. Ce sera bien sûr à nos députés de s'affirmer là-dessus. Mais j'espère que non. En effet, voilà. Je suis vraiment pour que l'on ait... Mais non, mais attendez, on ne va pas refaire en même temps de l'avant. Ce n'est pas une question d'en même temps. Écoutez ce que les Français disent. En 2022, ils ont dit... Pas de majorité absolue. En 2024, ils redisent la même chose parce qu'ils veulent qu'il y ait des forces constructives qui puissent travailler ensemble, d'où qu'elles viennent. Attendez, vous voulez pas, c'est votre droit. On a été constructif. Je fais la différence entre la coalition, ça je suis pas favorable. Je suis pas d'accord de me diluer avec tout ce que vous avez fait. Mais c'est pas une question de dilution. Par contre, jusqu'à présent, nos députés, ils ont toujours été travaillés de façon constructive. Ils ont en effet voté les lois, la loi immigration, la loi des retraites. Heureusement que vous avez lu les retraites, ils l'ont pas voté, madame. Oui, non, mais ils ont amendé. Alors c'était 65 ans. C'était 65 ans, on va reprendre dans un instant. 64 ans, vous ne votez pas. Donc là, c'est un mauvais exemple. La loi de l'immigration, je suis désolée, on l'a voté. On a toujours fait de façon constructive. Si vous avez pris nos amendements pour les retraites, ça aurait peut-être été différent, mais vous n'avez pas voulu. Donc on a toujours été constructif dans ces sujets-là. Donc j'espère qu'on continuera à l'être. Mais en effet, travailler en coalition ou se diluer avec vous, j'espère que non. Mais c'est pas se diluer, ça ne veut pas dire d'envoyer ses convictions. On reprend dans un instant. On va retourner dans les Yvelines, mais cette fois du côté de Conflans-Sainte-Honorine, retrouver Antoine Marguet. Antoine, vous êtes, je crois, avec Aurélien Rousseau qui a réussi son pari, faire revenir cette circonscription dans le giron de la gauche.
C'est en tout cas la tendance qui se dessine en ce moment, elle est assez nette. Aurélien Rousseau, il y a au moins 45% ici à Conflans et la tendance se dessine. D'abord, une première question. Ce soir, si vous êtes élu, ça veut dire que demain, vous êtes prêt à travailler avec qui ? Est-ce que vous, qui avez été l'architecte notamment de la réforme des retraites, est-ce que vous allez aller dans le programme du nouveau Front populaire pour détricoter cette retraite ? Écoutez, j'ai été très clair, cette question elle est derrière nous. J'ai été candidat sous la bannière du nouveau Front populaire. Nous gagnons ici avec presque 40% des voix dans cette triangulaire. Au niveau national, c'est un coup d'arrêt à ce risque du Rassemblement national qui n'était pas juste une peur pour s'inquiéter. Donc c'est une victoire nette et quand la gauche est unie, elle est beaucoup plus forte. Et je pense ce soir aussi à la victoire de Dieynaba Diop dans la circonscription voisine et c'est une très belle nouvelle pour la gauche. Une victoire pour vous, mais concrètement, pour faire quoi ? Concrètement, nous allons travailler à partir de demain. Il y a un programme du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire est le centre de gravité des forces républicaines. C'est pas tout d'un coup comme s'il y avait un bloc central. Il y a une gauche qui aujourd'hui ce soir est arrivée en tête des élections législatives. Il y a un centre droit qui est représenté par Renaissance et il y a une extrême droite. Voilà. Et c'est la gauche qui est arrivée en tête. Donc il y aura des discussions forcément, mais avec un centre de gravité qui n'est radicalement pas le même qu'il y a un mois. Merci beaucoup Aurélien Rousseau. Donc Aurélien Rousseau qui arrive en tête pour l'instant ici dans cette circonscription. Chiffre à confirmer même si la tendance est assez lourde pour l'instant. Merci Antoine et on va tout de suite prendre la direction du Val-de-Marne dans la 7e circonscription. On retrouve Céline Cabral à la mairie de L'Haÿ-les-Roses avec, je crois, un peu d'ambiance derrière vous et surtout à côté de vous, le maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun. Et oui, Marlène, je suis actuellement avec le tout nouveau député de la 7e circonscription du Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, le maire LR de L'Haÿ-les-Roses. Bonsoir. Alors, vous venez tout juste de battre votre adversaire, la députée sortante LFI, nouveau Front populaire, Rachel Keke. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir chassé la gauche de cette circonscription ? Qu'est-ce que ça nous fait d'avoir gagné ? On est très fiers ce soir d'avoir fait gagner les valeurs de la République. On a été mobilisés, c'est une très belle victoire collective. Et pour nous, ce soir, c'est le symbole d'une grande victoire. La victoire collective, on a tous été mobilisés sur les 5 villes de la circonscription. Et ce qui est important pour nous, c'est de faire gagner la République. Et c'est ça qui a gagné ce soir. C'est ça notre sujet ce soir. C'est ça qui est important. Quelles vont être vos priorités ces prochains jours ? Les priorités des prochains jours, c'est de voir comment intelligemment on peut être force de proposition à l'Assemblée nationale. Moi, vous le savez, après les émeutes de l'été dernier, je mènerai un combat sur les enjeux de la politique de la ville, sur les enjeux du logement, sur les enjeux de la sécurité, sur les enjeux de l'éducation. Bref, beaucoup de sujets sur lesquels on va être mobilisés et j'espère nombreux à l'Assemblée demain. Merci Vincent Jeanbrun, tout nouveau député de la 7e circonscription du Val-de-Marne, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous l'entendez derrière moi, Marlène, la fête est bien partie pour durer une bonne partie de la soirée. Merci Céline. Merci Céline Cabral. Alors Vincent Jeanbrun, il était soutenu dès le premier tour par le camp présidentiel. Manuel Valls a parlé à une époque de deux gauches irréconciliables. Monsieur Fontana, est-ce qu'il y a aujourd'hui en France deux droites irréconciliables, chez LR notamment? J'ai l'impression qu'il y a une droite qui essaye de faire avancer la nation et une droite qui est prête à beaucoup de compromis. Quand je vois M. Xavier Bertrand qui appelle à voter pour un communiste, je me dis que c'est vrai qu'on devient vraiment irréconciliable. Quand je vois que Mme Dominique Voynet vient d'être élue députée alors que c'est elle c'est le fossoyeur de l'énergie nucléaire française qui nous permettait de produire à bas coût, je me dis qu'entre M. Rousseau qui était le directeur de cabinet et de Mme Borne, tous deux expressions même de la gauche plurielle, de 2022 à 2024, il y a une coalition faussement de bloc central qui a en fait été dominée par une forme de social-démocratie. Aujourd'hui, il y a une forme de social-démocratie qui est dominée par LFI. Franchement, je ne sais pas où on va. Valérie Montandon, deux droites irréconciliables ?
Oui, je le pense. On a des vraies différences, notamment sur toutes les programmatiques économiques. Du côté du Rassemblement national, on rase gratis. Alors déjà, on a du mal à voir, parce qu'à chaque élection ou même à chaque semaine, il change de programme économique, donc on a du mal à suivre. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas cette volonté de sortir de la dette. Vous parlez de la dette tout à l'heure, mais dans votre programme, on ne le voit pas. On voit au contraire des gens qui courent après du populisme, de la démagogie. Et donc ça, c'est pas possible pour nous. La droite, en effet, qui restait indépendante, la droite, LR Canal historique, ne peut pas en effet aller sur ce terrain-là. De droite irréconciliable, ça vous fait au moins un point d'accord. Bruno Millienne, je me tourne vers vous. On se demandait si Emmanuel Macron, le président de la République, allait parler ce soir. Visiblement, ce n'est pas le cas. Comment vous voyez les choses? Comment ça doit se passer dans les prochains jours? Que doit-il faire? Je pense que tout d'abord, il faut avoir l'Assemblée nationale dans son ensemble et voir exactement les présences des uns et des autres et des différents groupes politiques. Parce que je le rappelle encore une fois, le nouveau Front populaire, c'est l'assemblage de différents partis politiques qui vont retrouver leur place à l'Assemblée nationale, de voir les résultats définitifs, de voir ceux qui veulent travailler ensemble ou pas. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais je suis désolé, pour moi, le message des Français est clair. Et puis après, essayer de trouver un chemin, parce que maintenant, je suis désolé, mais il faut travailler pour la France et pour les Français. Quel que soit le chemin qui est pris, il faudra que ce soit un chemin de concorde, que chacun fasse un pas vers l'autre pour que la France puisse continuer à avancer. Parce que je ne pense pas qu'on puisse se permettre de passer une année à rien faire, à rien produire. Il y a déjà un budget à voter à l'automne, ça va être compliqué. Donc, il va falloir vraiment que les uns travaillent avec les autres. Alors, peut-être pas de gouvernement de coalition, mais je ne sais pas comment ça, la formule qui sera, mais il faut travailler ensemble. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et en évitant, je suis désolé de le dire, mais de travailler avec les extrêmes. Moi, la France Insoumise ou le Rassemblement National, je suis désolé, je les mets dos à dos et je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Je les ai subis à l'Assemblée nationale, je sais ce qu'ils sont. Alors, on parlait il y a un instant et on entendait surtout Vincent Jeanbrun, un élu local, un maire qui montait au front pour ces législatives. Il y en avait un autre du côté aussi des Républicains qu'on a suivi depuis le début de la soirée. C'est dans les Hauts-de-Seine, dans la 12e circonscription. Julie Jacquard, tout à l'heure, vous nous disiez que Jean-Didier Berger était très en avance dans sa ville de Clamart. C'est confirmé, il a gagné. C'est confirmé effectivement, Marlène, puisque Jean-Didier Berger a été élu avec plus de 54% des voix dans toute la circonscription, alors que le duel s'annonçait serré. On est ici, vous fêtez votre victoire avec vos militants. C'est votre première élection législative et donc une première victoire, Monsieur Berger. Absolument, dans des conditions vraiment très particulières. Nous n'avions qu'un point d'avance à l'issue du premier tour. Et là, nous avons une large victoire. Donc je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont fait confiance. Dire que je travaillerai aussi pour toutes celles et tous ceux qui restent encore à convaincre. On est dans un pays qui est particulièrement divisé, qui est fracturé. Et donc moi, je vais chercher aussi à apporter un maximum d'efficacité, parce que je crois que si nos concitoyens vont vers des partis qui représentent les extrêmes, c'est parce qu'ils en ont marre d'avoir des hommes et des femmes politiques qui ne sont pas capables d'agir pour eux avec efficacité. Donc j'essaierai modestement, parmi 577 députés, d'apporter un maximum d'efficacité. Mais on vous l'avait dit, les résultats là sont assez divisés, net pour vous, mais votre camp, les Républicains, obtiendrait une soixantaine de députés. Dès demain, qu'allez-vous faire, vous ? Écoutez, je pense qu'on va avoir une réunion avec l'ensemble des députés LR qui seront élus, et puis nous verrons quel positionnement nous allons adopter. L'idée, c'est de faire en sorte de jouer collectif pour prendre les meilleures décisions possibles. Mais ce soir, évidemment, on savoure d'abord la victoire. Je remercie les maires, Philippe Emzec, Laurent Vastel, qui m'ont apporté leur soutien. Je remercie le député sortant, Jean-Louis Bourlange, qui vraiment nous a accompagnés tout au long de cette campagne. Et je voudrais avoir une pensée aussi pour ma suppléante qui est en train d'arriver, Carole Guilherme, qui a fait un remarquable travail sur Châtillon et qui est un travail très prometteur pour la suite. Merci beaucoup Jean-Didier Berger et donc bonne soirée avec vos militants. Merci. Merci Julie. Et comme on essaie d'être partout, en tout cas au plus près de chez vous ce soir, on va maintenant partir dans le Val d'Oise, retrouver Tania Ouattine. Tania, on en parlait en début de soirée, un cadre triangulaire, LFI en tête au premier tour, talonné par le Rassemblement national et la députée sortante qui refuse de se retirer. Qu'est-ce que ça donne à l'heure où on parle ?
Eh ben, ça donne que le Rassemblement national, qui, petite précision, était en tête en fait au premier tour, l'emporte de justesse devant le nouveau Front populaire avec 37,5% des voix. C'est juste 500 voix de plus que le candidat du nouveau Front populaire. Autre résultat dans la deuxième circonscription, celle qui concerne Saint-Ouen-l'Aumône, l'Isle-Adam, Viarme. C'est la candidate socialiste Aïda Hadizadeh qui l'emporte. Elle était déjà arrivée en tête au premier tour. Elle l'emporte pour le nouveau Front populaire. Quatrième circonscription, celle de Hermont, Aubonne, Franconville. La députée Horizon, Naïma Moutchou, est reconduite. Elle l'emporte avec plus de 55% des voix. Neuvième circonscription, Arnaud Le Gall, le député La France Insoumise, est également reconduit. Il l'emporte devant l'ancienne chef de cabinet de Marion Maréchal, Agnès Marion. Et dernier résultat que j'ai à vous donner, la troisième circonscription, celle qui concerne Beauchamp, Bessancourt, Pierrelet, c'est le nouveau Front populaire Emmanuel Morel qui l'emporte avec 62% des voix. Pour rappel, la députée sortante Cécile Rilhac s'était elle aussi retirée pour cette triangulaire. Merci Tania Ouattinen. J'ai donc fait les comptes. Il y aura au moins 3 députés du Rassemblement national francilien dans la prochaine Assemblée. C'est tout de même une progression, Philippe Fontana, vous l'avez peut-être noté. Je m'en réjouis, mais quand j'entends les commentaires du Bloc central comparer LFI et le Rassemblement national, moi je m'inscris en faux. Ce ne sont pas les députés du Rassemblement national qui brandissent systématiquement un drapeau étranger au sein de l'Assemblée nationale. Il y a un parti de l'étranger qui est LFI qui est complaisant envers l'antisémitisme. Il y a un parti qui est LFI qui est complaisant envers la haine pour la police. Il y a un parti LFI qui veut confisquer le fruit du travail des Français. Il y a un parti LFI qui est pour une juxtaposition des communautés, le fameux vivre ensemble. C'est tout le contraire du Rassemblement national. Donc il y a un bloc national aujourd'hui. La droite, incarnée par LR, nous fait défaut. Donc nous allons essayer maintenant d'incarner une vraie opposition pour que la France reparte. Quand j'étais jeune militant RPR, nous collions des affiches en disant « La France première en Europe ». Voilà, c'était notre ambition. Ça a toujours été l'ambition des gaullistes, l'indépendance et la souveraineté. Aujourd'hui, je souhaite relever le flambeau et continuer cette belle leçon de courage que nous a donnée le général de Gaulle. Très rapide, M. Fontana, vous reprochez de mettre sur le même plan. Mais oui, je les mets sur le même plan parce que LFI a très bien été décrit par M. Fontana, mais je suis désolé, le Rassemblement national, c'est le parti de la xénophobie et du racisme. Marine Le Pen a déposé un projet de loi le 25 janvier 2024 sur les binationaux pour les interdire dans toutes les administrations. C'est pas quelques dizaines de cas. Donc moi, je veux pas de cette France divisée en deux. Tout dans mon histoire m'invite à éviter ça. C'est le pire pour la France, c'est éteindre la lumière sur le pays des Lumières. Donc voilà, comme ça, je vous ai mis dos à dos, et le match est donné, un partout. Alors, on va maintenant aller dans l'Essonne, retrouver Gaël Darangos dans la 8e circonscription. On parle depuis le début de cette soirée du duel fratricide entre Nicolas Dupont-Aignan et François Durovray, le président du conseil départemental. Eh bien, Gaël, c'est un 3e homme qui a profité de cette guerre. Oui, et il s'appelle Béranger Cernon. Il vient de gagner, c'est une estimation encore partielle, mais a priori, il a gagné avec plus de 40% des voix. Béranger Cernon, qu'est-ce qui a fait la différence face à deux monstres et face à Nicolas Dupont-Aignan, qui était député ici depuis bientôt 27 ans? Très clairement, c'est d'aller voir les gens, de prendre le temps de discuter avec eux, de leur expliquer que la politique, ils ne sont pas tous pourris. Il y a des gens, comme monsieur, madame, tout le monde, qui s'investissent, qui vont les voir, qui vont discuter, qui comprennent la vraie vie. Et aujourd'hui, très clairement, c'est ce qui a fait la différence. Monsieur Dupont-Aignan, ça fait 27 ans qu'il est là, et je pense qu'il a un peu oublié ce que c'est que la vraie vie, justement. Vous allez demain rentrer dans une Assemblée nationale divisée en 3 gros blocs. Vous faites partie du Front populaire majoritaire, mais pas suffisant pour gouverner aisément. Comment ça va se passer? Écoutez, on verra. En tout cas, ce que j'espère, c'est que les parlementaires, en tout cas des autres partis, vont respecter ce qui s'est passé dans les urnes ce soir. Voilà, le peuple a parlé. Ils veulent du nouveau Front populaire. Ils veulent une politique de rupture. Ils veulent une politique de gauche, avec une meilleure répartition des richesses, avec une abrogation de la réforme des retraites. Tout ça, j'ose espérer, en tout cas, qu'ils vont l'entendre et que ils nous expliquaient que ça allait être entre guillemets un référendum pour ou contre. Aujourd'hui, les gens ont clairement dit nouveau Front populaire. Donc j'ose espérer que déjà le message va être entendu par le président de la République, mais aussi par les autres partis, et je pense notamment au Rassemblement national qui se frisait les moustaches au premier tour. Et bien aujourd'hui, le résultat est sans équivoque. Voilà pour cette 8e circonscription de l'Essonne avec la surprise Béranger Cernon. Merci
Gaëlle, à vous et à votre invité. Alors on le dit depuis le début de la soirée, si le Rassemblement national ne fait pas ce soir le score qu'il envisageait, qu'il espérait après le premier tour, il progresse néanmoins dans certaines circonscriptions. C'est le cas et c'est très symbolique à Provins, l'ancien fief de Christian Jacob, l'ancien patron des Républicains, tombe aux mains du Rassemblement national. Isabelle Périgot, la sortante, est battue par Julien Limongi. Récit de la soirée, Esther Abitbol avec Farid Benbekay et Florie Casta. C'est un soir de fête. Dans la 4e circonscription de la Seine-et-Marne, on savoure déjà la victoire du Rassemblement national. Ils n'ont pas de militants dans le secteur. Isabelle Périgot, candidate Les Républicains, vient de perdre son siège à l'Assemblée face à Julien Limongi. Les électeurs sont restés fidèles à leurs idées de droite et c'est plutôt les candidats et Mme Périgot, avec cette alliance contre nature, qui a dénaturé cette historique de droite dans cette circonscription. Le candidat RN a été élu à 52% des voix contre 48% pour l'ancienne députée Les Républicains. Un score serré qui n'a rien d'étonnant pour ce natif de Provins. Nos équipes l'ont rencontré au moment de l'annonce des résultats nationaux. Mais ça a toujours été un territoire de droite, le Provins. Depuis l'ère Alain Peyrefitte, ça a toujours été, depuis, on va dire, 1958, ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est vrai que là, ça bascule complètement d'un autre côté. On a du mal à s'imaginer comment Provins, ville médiévale, ait pu tourner comme ça, quoi. Depuis 1988, la 4e circonscription de la Seine-et-Marne était acquise par la droite républicaine. William, il nous reste 2 minutes pour conclure. En quelques mots, que retiendra-t-on de ces législatives dans la région ? Le paysage politique est complètement fracturé. Qui va gouverner le pays et surtout comment ces questions se posaient en début de soirée? Il faudra peut-être plusieurs jours pour y répondre. La gauche sera majoritaire dans la prochaine Assemblée, mais c'est une majorité relative. La gauche ultra dominante dans notre région, 43 élus NUPES en 2022. Lorsqu'on aura tous les résultats, on sera au-delà de 50 députés Nouveau Front Populaire, toujours avec une prédominance de LFI. À l'inverse, le recul est évident pour les soutiens du président de la République. 47 députés franciliens en 2022. Ils seront une trentaine cette fois. La dynamique des désistements entre candidats de gauche et soutiens d'Emmanuel Macron a fonctionné contre le Rassemblement national. En Ile-de-France, 11 candidats RN étaient en tête au premier tour. Finalement, peut-être 4 ou 5 devraient être élus. C'est quand même une progression par rapport aux 2 députés de 2022. Enfin, pour les Républicains, c'est peut-être un léger rebond. Je parle de ceux qui ont fait le choix de ne pas suivre Éric Ciotti et le Rassemblement national. 4 députés en 2022, ce sera 5 ou 6 cette fois. À relativiser néanmoins, tous ont été élus avec le soutien du camp présidentiel dès le premier tour. Pour tous ces nouveaux députés, une question en tout cas désormais. Sont-ils prêts désormais à participer à une coalition certainement, logiquement dominée par la gauche? Notre pays rentre un petit peu dans l'inconnu, Marlène. Merci William, merci à nos invités d'être restés avec nous jusqu'à cette heure tardive. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Carla, on se retrouve demain dès midi pour une édition spéciale consacrée aux résultats de ces législatives dans notre région. Résultats à retrouver aussi sur notre site internet. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée.